Bonjour, c'est RCF, la matinale, il est 8h10, c'est l'heure du grand invité. Et ce matin, au lendemain d'une manifestation qui a vu défiler des adversaires de la PMA pour toutes, alors que les députés vont terminer cette semaine l'examen en première lecture de la nouvelle loi sur la bioéthique, nous recevons une représentante d'une association homosexuelle chrétienne favorable à la PMA. Isabelle Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de David et Jonathan, une association chrétienne ouverte à toutes les sensibilités. Au sein de David et Jonathan, vous avez participé à un groupe de travail pour expliciter votre défense de la PMA pour toutes. Vous êtes vous-même, avec votre compagne, les mamans de 2 garçons, aujourd'hui adolescents, que vous avez eus grâce à une PMA en Belgique. C'était maintenant il y a quelques années. Isabelle Vincent, hier, près de 80 000 personnes ont manifesté à Paris contre le projet de réforme des lois de bioéthique, dénonçant une PMA sans père. Que vous inspirent ces cortèges ? Alors moi, en fait, ce que je ressens ce matin, c'est quand même beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse parce que, voilà, d'entendre tous ces slogans à nouveau qui rappellent malgré tout tous les débats qu'il y a eu autour du mariage pour tous. Et on est face, en fait, à des gens, à des personnes qui sont quand même, qui ont de fortes certitudes et qui semblent finalement nier aujourd'hui la réalité de la société en France, où finalement il y a de nombreuses formes de familles différentes dans lesquelles des enfants sont élevés, et pas simplement des couples de femmes. On a bien évidemment regardé avec nos enfants qui ont 15 et 12 ans les informations hier, et en fait, moi j'étais triste, nous on était tristes, et eux ils étaient en colère. Eux ils étaient en colère parce qu'ils nous disaient, mais qui sont ces gens qui parlent en nos noms et qui pensent qu'on est plus malheureux que les autres ? Voilà ce que j'ai envie de dire pour commencer. Isabelle Vincent, est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de s'opposer à la PMA pour toutes sans être accusé d'homophobie ? Je pense en fait que oui, enfin, on peut s'opposer. Bien toutes sûr, ces personnes ne sont pas des personnes homophobes. Non, toutes ces personnes ne sont pas des personnes homophobes. On peut regretter que la plupart en fait soient quand même issus de mouvements chrétiens. Ils sont comme je disais tout de suite, ils portent des valeurs, des certitudes. Aujourd'hui, l'enjeu de la PMA pour toutes, c'est vraiment de permettre les mêmes règles d'accès à la PMA pour tous les couples de femmes et les femmes célibataires, de la même façon que les couples hétérosexuels, à la fois dans l'accès aux techniques de procréation et à la fois aussi dans la façon d'accéder à la filiation pour les enfants. Alors on va y revenir, mais est-ce que cette question du droit à la PMA fait consensus dans votre association David et Jonathan et chez les personnes homosexuelles en général ? Tout à fait. Je pense que là aujourd'hui, en plus c'est le droit à la PMA, c'est vraiment s'inscrit pour nous, en tous les cas, dans des histoires de famille, dans des parcours de couple, dans les parcours de vie. Nous, avec ma compagne, on se connaît depuis 30 ans et petit à petit, on a cheminé et comme n'importe quel couple, à un moment donné, on a souhaité finalement fonder une famille. Et ce n'est pas un droit à l'enfant, c'est vraiment le droit de fonder une famille et d'essayer comme n'importe quel couple, de mettre en place les conditions les meilleures, qu'on n'est pas mieux et pas moins bien que les autres, les meilleures, entourés d'amour, nos enfants qu'on va élever dans nos familles. Vous, avec votre compagne, comment avez-vous décidé d'avoir recours à la PMA ? Nous, on a voulu, c'était assez simple, on voulait que du positif pour nos enfants. Que du positif, ça voulait dire, à l'époque, en tous les cas, il y a de ça maintenant près de 15 ans, la seule façon que du positif, c'est d'avoir accès à un don. Et donc un don d'un homme qui a fait don de son sperme pour nous aider à avoir cet enfant. On n'a pas voulu en fait construire nos familles sur du mensonge, parce qu'à l'époque, en tant que femme en couple, on n'aurait pas pu adopter, on aurait été obligé de construire notre famille sur des mensonges. Et donc ça, on ne voulait pas. Donc naturellement, on s'est retourné vers la PMA en Belgique. Alors c'est votre femme qui a porté vos 2 enfants, oui. Et je crois que ce qui fut le plus compliqué, c'est justement de faire reconnaître vos droits de mère à vous Oui. qui n'aviez pas porté ces enfants. Oui. Quand les enfants sont nés, en fait, moi j'avais aucun droit. En France, aucun droit. Donc la première étape à l'époque, c'était on a dû faire une demande de délégation d'autorité parentale pour que je puisse avoir l'autorité parentale sur les 2 enfants et devant un tribunal, donc tribunal d'instance. Et lors de la première démarche, finalement, on nous a... Alors pour faire cette démarche, on a une enquête de police, on a un interrogatoire à la police dans un commissariat, on a une visite à domicile, etc. Et on a des tas de témoignages. Et finalement, pour prouver que je m'occupais bien des enfants,
hein. Et lors de cette première, audience, finalement, la juge a jugé que tout allait bien dans notre famille et que j'avais pas besoin de l'autorité parentale. Heureusement, ça a été cassé en appel et donc, dans l'intérêt supérieur des enfants, j'ai eu la délégation d'autorité parentale. Ensuite, après, il y a eu le mariage, on s'est mariés. Et donc après, malgré tout, c'était pas suffisant. Le mariage ne me donnait pas d'autorité sur les enfants. Et donc, j'ai dû adopter mes enfants. Et là encore, rebelote. Et là encore, rebelote, interrogatoire au commissariat, enquête de police, enquête à la maison, des témoignages. Et j'ai enfin, en fait, ce qui est tout à fait ridicule, adopté en fait mes propres enfants en 2014. J'ai dû adopter mes propres enfants en 2014. On parle beaucoup des problèmes que peut poser l'absence d'un père. L'Académie de médecine a émis un certain nombre de réserves sur le fait de faire volontairement naître des enfants sans père. Elle parle même, cette Académie de médecine, d'une rupture anthropologique majeure. Alors comment ça se passe dans les familles homoparentales qui vivent cette expérience? Comment est-ce qu'on grandit sans référence paternelle? En fait, je crois qu'il y a beaucoup de confusions qui sont entre des différents termes. Je crois qu'il y a vraiment... c'est clair que le donneur, en tous les cas pour nous, le donneur, et puis de tout temps on le sait, le donneur n'est pas... le fait d'engendrer un enfant ne suffit pas pour être père. En fait, il y a vraiment des différences entre le donneur et le fait de la fonction paternelle. Nos enfants, à nous, aujourd'hui, en fait, ne ressentent pas ce manque de père, puisque de toute façon, très tôt, ils ont été élevés dans une ambiance de famille, dans un modèle de famille différent, et ils ont compris très tôt qu'il y avait beaucoup de modèles de famille différents. Donc, ils ne ressentent pas ce manque, la plupart des enfants, d'autant que nous, très tôt, on leur a dit comment ils étaient conçus et que, bien évidemment, ils étaient issus d'un donneur, d'un homme. Et puis, tout autour des familles de couples de femmes, il y a de nombreux référents masculins. Il y a des parrains. Nos enfants ont été baptisés, donc ils ont des parrains. Dans les familles, il y a des oncles, il y a des grands-parents. Et puis, toute la société est faite de masculins et de féminins qui rencontrent en permanence. Moi, j'ai juste eu une... Ça sert à rien, un père? C'est pas que ça sert à rien. C'est que c'est pas un père, ça se décrète pas. Un père, c'est celui qui va élever les enfants, comme tout parent. Les parents sont ceux qui vont apporter de l'amour, qui vont entourer, qui vont accompagner. Donc, évidemment qu'un père, ça sert. Mais autant que tout parent qui va donner tout l'amour et tout ce dont un enfant va avoir besoin pour grandir le mieux possible. Hein. On dit que pour élever un enfant, il faut de l'altérité. L'altérité que l'on retrouve dans un couple homosexuel, elle suffit pour élever un enfant ? Elle suffit, c'est un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'à la fois elle suffit et à la fois, bien évidemment, l'altérité entre le masculin et le féminin, nos enfants qui sont des garçons, le retrouvent en permanence auprès de leurs amis, auprès de nos amis, de notre entourage. Comment vos enfants ont-ils grandi dans votre famille? Ils n'ont jamais fait l'objet de stigmatisation, à l'extérieur de la famille bien sûr? Non, nous on a la chance en fait de pas avoir subi de rejet de la part de nos familles, ni à l'école, ni au niveau des crèches. Enfin, je veux dire, les enfants, ils grandissent sereinement, aussi sereinement que les autres enfants. Je voudrais juste rajouter une petite anecdote. Notre plus grand, quand il était tout petit, il avait l'habitude de se présenter bonjour, je m'appelle Adrien et j'ai 2 mamans. Voilà, c'était sa façon à lui de se présenter. Et une fois, un de ses camarades lui a dit oh, mais tu en as de la chance d'avoir 2 mamans. Alors on peut trouver ça anecdotique, mais c'est vrai qu'on a tendance à nous renvoyer tout le temps du moins à nos familles et que là, pour une fois, finalement, peut-être le fait d'avoir 2 mamans, ça peut être aussi du plus pour des enfants. Isabelle Vincent, vous avez parlé dès la naissance à vos enfants de leur conception? Oui, moi, le jour même de leur naissance, moi, je les ai pris chacun dans les bras et je leur ai dit, voilà, grâce au don d'un homme, eh ben, tu es là, tu es dans notre famille, on t'accueille et on va faire le maximum pour que tu puisses grandir et t'épanouir. On parle beaucoup de l'accès aux origines pour les enfants nés de PMA. Est-ce qu'il faut donner un statut aux donneurs de gamètes?
En fait, la loi, toutes les réflexions là, autour de la loi Albonetti ont permis en fait de soulever des questions qui étaient non résolues jusqu'à présent. De nombreux enfants qui étaient issus de PMA dans le cadre de couples hétérosexuels ont malheureusement appris tardivement le fait qu'ils étaient issus de dons. Et en fait, il faut entendre ces demandes de ces enfants et le fait qu'aujourd'hui, la loi va permettre l'accès à la fois des données identifiantes ou parfois même à l'identité, si les enfants le souhaitent, uniquement si les enfants le souhaitent, il me semble que c'est une bonne chose. Alors, en ce qui concerne la filiation, on sait qu'il y a plusieurs solutions qui ont été évoquées par le gouvernement qui ne font pas l'unanimité. Vous, qu'est-ce qui serait la meilleure pour vos familles ? En fait, c'est un sujet un peu délicat, effectivement, parce que là encore, on risque d'aller vers quelque chose de discriminant vis-à-vis des couples de femmes. Alors, soit on est discriminant, soit on ne dit pas la vérité, c'est ça le problème ? Non, pas du tout. C'est qu'on dit la même chose dans le cadre de tous les couples. C'est-à-dire qu'on soit un couple hétéro avec un désir d'enfant né par PMA ou un couple homo, c'est la même chose qui doit être dit aux enfants, qui doit être déclarée et qui doit figurer sur les papiers des enfants. Alors, beaucoup s'inquiètent que l'ouverture de la PMA pour toutes soit un premier pas vers la GPA, la gestation pour autrui. Si les couples de femmes peuvent avoir des enfants, pourquoi les couples d'hommes ne pourraient-ils pas en avoir ? Comment vous vous situez par rapport à la gestation pour autrui ? Je pense que ça a été... Enfin, moi, j'ai pas de... C'est très clair, le gouvernement a été très clair là-dessus. Je pense que c'est pas du tout à l'ordre du jour. Les lois de bioéthique sont là justement pour aider à réfléchir et à discerner entre ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Aujourd'hui, en France, la GPA, c'est très clair, elle n'est pas autorisée. Mais la PMA n'était pas autorisée il y a 15 ans quand vous y avez Oui, mais recours. la PMA était déjà autorisée pour les couples hétérosexuels. Donc, on n'est pas du tout sur le même niveau. Donc, ces amalgames je trouve que sont très contre-productifs, en fait, et ne font pas avancer les choses. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'enjeu, c'est celui de la PMA pour toutes les femmes. Et le fait de ramener sans cesse ce débat autour de la GPA, en fait, je pense que c'est une fausse proposition. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y réfléchir ? Au contraire, je pense qu'il faut y réfléchir, mais aujourd'hui, c'est difficile d'y réfléchir quand on place les termes du débat de cette façon-là. Aujourd'hui, déjà, réfléchissons et avançons sereinement, le plus sereinement possible pour que vraiment tous les couples de femmes aient accès à la PMA et aussi à la même statut pour la filiation des enfants. Faisons déjà ce pas-là tous ensemble le plus sereinement possible. Mais la GPA, ça vous inquiète ou vous comprenez que certains couples d'hommes aient envie d'y avoir accès ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la question des couples d'hommes. C'est pas la GPA. La question n'est pas d'actualité. C'est pas que la question n'est pas d'actualité, c'est que la GPA n'est pas qu'une question de couple d'hommes. La GPA est avant tout et a été avant tout une question pour les couples hétérosexuels. Et donc quand le moment sera venu, quand les lois de bioéthique, quand les réflexions le permettront et quand le politique le voudra, ces débats auront lieu. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout l'objet de la loi d'aujourd'hui. Isabelle Vincent, il y a des expressions qui reviennent. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Le lobby LGBT ou la communauté homosexuelle ? En tous les cas, moi, c'est pas, je ne me sens pas spécialement militante ou je pense que tout ça, c'est vraiment, encore une fois, ça cache parfois, je le dis, parfois, peut-être des relents, soit des peurs, soit des relents aussi finalement d'homophobie. Je pense que voilà, aujourd'hui, je crois qu'il faut que tout le monde soit conscient qu'on fait parfois l'objet, ou en tous les cas qu'on peut faire l'objet de discrimination, et ça c'est vrai, et on est sans cesse obligé, en tous les cas nous en tant que couple de femmes, on est sans cesse obligé de se justifier. On ne pose pas la question à tous les parents de comment ils ont fait leur enfant. Nous en permanence on nous pose la question de comment on a fait nos enfants. Moi je veux bien répondre, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est ces discriminations-là qui à un moment donné doivent évoluer. Isabelle Vincent, vous êtes catholique, oui. Vous l'avez dit, vos enfants sont baptisés, je crois que l'aîné est scolarisé dans un établissement catholique. Oui. Et pourtant, votre famille n'est pas le modèle que défend l'Église catholique. Alors, est-ce que vous vous sentez à votre place dans l'Église catholique ? Alors nous, comme je le disais, on n'a jamais eu de rejet
On n'a jamais ressenti de rejet de la part ni de nos familles, ni de l'Église catholique. Donc nous, on est assez tranquille avec ma compagne, et donc on se sent faisant partie de l'Église, faisant partie de notre paroisse, de notre diocèse. Donc on estime qu'on a notre place et que, voilà, nous, on se sent assez, enfin jusqu'à présent, on se sent en tous les cas assez à l'aise. Et on est bien accueillis dans notre paroisse, et on est bien accueillis, je pense, aussi dans notre diocèse. Donc je pense que, voilà, on a envie de rester dans l'Église catholique, et parfois, c'est sûr qu'il faut un petit peu, quand on voit ce qui s'est passé hier, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette Église? Mais je pense que vraiment, en tous les cas, nous, notre foi, on a envie de rester dans cette Église, nous fait rester dans cette Église, et nous fait élever nos enfants dans ces traditions et dans ces valeurs que prône l'Église catholique. Qu'auriez-vous envie de dire aux catholiques qui vous croisent et qui ont été manifestés hier, ou qui ont peur de ce qui se prépare avec ce projet de loi? Je pense que, j'aurais envie de leur dire de pas avoir peur. D'abord, on n'est pas non plus des millions de couples. Que la différence, elle existe, et que l'altérité, elle existe. Qu'il n'y a pas qu'un seul modèle unique pour élever des enfants. Et ce qui compte pour élever des enfants, c'est vraiment le projet que chaque couple forme pour ses enfants, et l'amour dont sont entourés tous nos enfants. Merci beaucoup Isabelle Vincent d'avoir été ce matin la grande invitée de notre matinale. Je rappelle que vous êtes membre de l'association David et Jonathan.